Notre invité a marqué le PAF comme peu de journalistes et animateurs l'ont fait. Et je dis PAF haïtien, paysage audiovisuel français, expression très années 80, comme l'époque à laquelle il a commencé. Tout comme zapping, mot qu'il est le premier à avoir utilisé en France. Le terme zapping qu'on utilise encore aujourd'hui et qu'il n'a pas déposé. Quelle erreur! Notre invité, c'est ça, la télé et la radio, un peu rock. Un peu provoque. C'est la grande époque Canal, c'est un ton, un rythme, une énergie qui nous secoue sans jamais oublier de nous informer et de nous rendre moins bêtes. Pertinent et percutant, toujours vigilant à rester connecté à l'ère du temps et à la jeunesse. Voilà son ADN depuis ces années 80 absolument bénies qui ont révolutionné le monde médiatique et la consommation de contenu. Comment trouve-t-il les années 2020 de ce point de vue d'ailleurs? Sont-elles aussi passionnantes? Les aimerait-il plus remuantes? En clair, est-ce qu'il ne s'ennuie pas dans le PAF 2.0? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde, un regard. Bienvenue à vous, Philippe Vandel. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Sénat. Vous publiez un nouveau dico, le dico français-français, l'ouvrage pour comprendre enfin tout le monde, aux éditions Kéro. On va y venir parce que ça rejoint votre passion des mots et de la communication et que c'est intéressant. Mais d'abord, un mot de ce que je viens d'évoquer. Vous qui avez connu ce qu'il y a de plus innovant et même de plus fou à la télévision et à la radio, vous qui avez connu l'époque où un concept pouvait se décider sur un coin de table et s'essayer en direct dès le lendemain, est-ce que c'est encore intéressant ce qui se joue aujourd'hui dans le monde médiatique et ce qui se passe? Oui. C'est vrai? 2, il y a une fausse idée qu'on se fait des années 80, c'est que, d'accord, c'était inventif, mais tout était tellement corseté qu'il était très facile d'être inventif. Et je vais donner un exemple. Il y avait 3 chaînes, puis il y en a une 4e qui a été Canal+, puis il y en a eu 6. Il y a eu 6 chaînes pendant très très longtemps. Maintenant, des chaînes, avec la TNT, il y en a 27 ou 30 ou 34 ou 32, plus tout ce qui se passe sur YouTube. C'est beaucoup plus difficile d'être inventif maintenant. Deuxièmement, par exemple, ce qu'a créé Canal+, ils ont créé plein de choses, ils ont créé une immense liberté de ton qui avait été empruntée notamment à Actuel. Moi, je viens du journal Actuel créé par Jean-François Bizot et Radio Nova, qui étaient c'était à la fois quelque chose de totalement subversif et du vrai grand reportage à la Albert Londres. J'arrive à mon exemple. Canal+ révolutionne la télé en tutoyant les gens. Une fois qu'on a tutoyé les gens, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus rien faire d'autre. C'était très très facile. Tout était tellement corseté. Canal a inventé l'idée de... Avant, il y avait des émissions de divertissement, et puis il y avait le 20h très sérieux, puis après il y avait des variétés. Et Canal a mélangé tout ça, avec Nulle part ailleurs. Donc on partait de loin en fait, c'était pas si difficile que ça d'imaginer autre chose. Exactement, c'était très facile. Maintenant c'est très 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 difficile parce qu'il y a des milliers et des milliers de concepts. Tout n'est pas trop verrouillé quand même et lissé aujourd'hui? Ah, ça dépend où et qui. La télévision officielle est totalement verrouillée et lissée. Le politiquement correct a tout lissé. Je me souviens, moi, quand j'étais gamin, je lisais les interviews de footballeurs, ils disaient « j'ai rien compris aux consignes de l'entraîneur » après une défaite 2-0. Voilà, je disais ça dans Le Progrès de Lyon, Dauphiné libéré. Ça, maintenant, terminé. Si un joueur dit ça, il est viré de l'équipe. Et c'est pas à vous que je vais apprendre ici sur Public Sénat combien les hommes politiques ont un langage lissé, policé, notamment par leur groupe, puis également par leurs conseillers images. Il y a des EDL, des éléments de langage, tout est lisse comme ça. Et puis il y a des choses qu'on ne peut plus dire parce qu'il y a le politiquement correct. Quelque chose m'a vraiment frappé, c'était Emmanuel Macron n'était pas encore président, il était ministre il avait succédé à Montebourg à l'économie, ça s'appelait le redressement productif, je ne sais plus comment ça s'appelait, bref, peu importe les termes, comme s'il allait y avoir des redressements improductifs, bref, peu importe. Et il y avait une usine en difficulté qui était en train de couler. Et il y avait des ouvrières qui travaillaient là-bas, je ne sais plus ce que c'était dans le centre de la France, et Emmanuel Macron y était allé. Et il avait dit, je pense avec compassion à ces personnes, pour beaucoup des femmes, et dont nombreux sont illettrés. Il a dû s'excuser. Or, c'était vrai. Et je me suis dit, on est rentré dans une sale époque où maintenant on doit s'excuser d'avoir dit quelque chose de vrai. Alors que quand moi je démarrais dans le journalisme, on devait s'excuser d'avoir dit quelque chose de faux. Et là, tout devient dingue. Si maintenant on n'a plus le droit de dire les choses, c'est qu'il y a un vrai souci. L'époque n'est plus à la provoque, mais est-ce qu'il faut le regretter ou aussi se réjouir de ne plus choquer, de ne plus heurter les gens? Il y a 2 manières de voir les choses. Moi, j'adore les blagues et je déteste les mauvaises blagues. Je vais vous donner un exemple. Oui, mais ça, c'est subjectif. Non, c'est pas subjectif. J'ai un crible qui est très très simple. C'est quand vous jetez quelqu'un dans la piscine, tout le monde rigole, même la personne qui s'est fait jeter.
Vous faites la même chose en plein hiver, la personne ne rigole pas. Une bonne blague, c'est quand l'invité rigole aussi. Je déteste la moquerie, j'ai horreur des invectives personnelles. Et j'adore quand l'invité rit. Et c'est rire avec au lieu de rire contre. Donc pour moi, il y a deux sortes de provoques. Une télévision moins provoque, plus lisse, des formes de langage plus lisses aussi, en tout cas dans certains univers, vous l'avez dit, dans la politique, dans le journalisme. C'est notamment ce que vous relevez dans cet ouvrage, publié chez Kero, le Dico français-français, qui fait suite au premier que vous aviez écrit déjà il y a à peu près 30 ans. C'était mon tout premier livre, le Dico français-français. Et évidemment, moi j'ai picoré dedans, comme c'est la consigne. C'est un dico. Exactement. Un dico, personne ne lit du début, pas comme un roman. À la fin. Évidemment, je me suis arrêtée au chapitre Comment parler comme un journaliste. Ça m'a intéressée. Alors apparemment, selon vous, un journaliste emploie des expressions comme double casquette, force de l'ordre, must have, soldat du feu, expression évidemment imagée et périphrase. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que le journaliste a un langage différent des autres? Vous trouvez qu'on parle différemment des autres? Mais tellement. C'est vrai. Mais vous regardez les sujets. Alors moi, je m'en rends plus compte. Dans la presse écrite, c'est différent parce que dans la presse écrite, on a vraiment le temps de dérouler. Donc, il y a des périphrases pour ne pas faire des répétitions. Mais quand vous voyez un sujet aux 20h ou sur les chaînes d'infos, plein de fois, il manque une info. Plein de fois. On ne sait pas, par exemple, les journalistes ont une manière de dire les choses pour ne pas avoir à les dire. Et par exemple, quand on dit, je ne sais pas moi, l'exécutif. Oui. L'exécutif, ça veut dire à la fois les ministres... Président, Premier ministre, en général, le couple exécutif et sinon le gouvernement. Voilà, mais ça n'existe pas en vrai, c'est même pas dans la Constitution. Quand on dit une enveloppe, c'est pas une enveloppe, on n'imagine pas, il n'y a pas un mec qui a apporté une enveloppe. Donc il faut dire une somme. Par exemple, les journalistes, ils font tout le temps le raccourci sur la gratuité. Par exemple, ils disent, on réclame plus à l'État, on voudrait je sais pas moi, des cartables gratuits. Mais les cartables sont pas gratuits. Puisqu'ils sont gratuits, mais ils sont payés par les impôts de l'autre côté. Et tout ça, c'est passé sous silence. Et il y a un très joli storytelling. Sur cet univers, vous écrivez, en un demi-siècle, les prostituées, les Mongoliens, les concierges et les nains ont déserté la presse, remplacés par des travailleuses du sexe, les trisomiques, les gardiennes d'immeubles et les personnes de petite taille. Et vous vous empressez d'ajouter, et ce n'est pas un mal. Bien sûr. Fini l'époque du langage brut et c'est exactement ce que je vous disais, c'est rire contre et se moquer des gens. Mais en revanche, appeler professeur des écoles un instituteur ou une institutrice, c'était un très très beau mot. Maintenant, il y a une périphrase et on perd la poésie qu'il y avait avec l'instituteur. Est-ce que vous n'y voyez pas quand même un danger à ne plus tout à fait nommer les choses ou à euphémiser? Ah bah évidemment. Évidemment qu'il y a un énorme danger, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe. C'est qu'on ne se met pas d'accord. Si on n'est pas d'accord sur les mots, on ne peut pas faire société. J'ai oublié la citation qui est d'ailleurs apocryphe de Camus, mais qui disait ne pas nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'est ça. Il faut vraiment dire les choses pour que les gens puissent se parler. Mais est-ce que ça peut faire partie des raisons pour lesquelles les gens, et les Français en l'occurrence, on le voit dans les sondages, ont tendance à se tourner vers des discours plus radicaux, plus bruts justement? Est-ce que c'est parce qu'ils en ont marre d'entendre peut-être, comme vous dites, les responsables politiques et les journalistes avoir des termes un peu doux pour dire des vérités, des choses un peu brutes? Il y a deux choses. C'est que l'information, c'est poser une très bonne question, l'information... Avec le temps, Beuve-Méry, qui était je dis ça pour les plus jeunes, qui était le fondateur du Monde, disait à ses journalistes « faites chiant ». Maintenant, tous les rédacteurs chefs disent « surtout ne faites pas chiant ». Ils lisent le papier, ils disent « ah c'est long, ah c'est chiant ». Donc l'info est aussi devenue un spectacle. Il y a même de l'infotainment, il y a plein d'émissions qui sont en fin d'après-midi, je ne vais pas les citer, mais vous les voyez, qui font de l'information un spectacle et du spectacle une information. Or, le radical, je ne vais pas faire mon guide de bord de sous-préfecture, mais le radical est plus spectaculaire. Et vous avez l'impression de participer à ça ou pas du tout? Moi, je fais très attention. Moi, j'ai travaillé à Arrêt sur Image, on faisait très attention. Et dans ce que j'écris pour la Tribune Dimanche, et dans ce livre, je fais justement très attention de ne pas participer à ça. Les formules choc qui servent juste à être une formule choc, d'abord, c'est un choc pour rien, et c'est juste une formule. Et ce qui est intéressant, c'est le contenu. Et on n'est pas loin de Mais on peut faire... Pardon, je pense à un truc. Il y a des formules choc qui ont du sens. Je pense à une. Dans les années 80, il y avait d'immenses manifestations en France. Ça s'appelait le Mouvement pour la paix. Et les Russes avaient mis des missiles SS-20, c'était encore l'URSS, et les Américains mettaient en face des fusées Pershing. Et toute la gauche, soutenue par la CGT, le Parti communiste, et dans plein de pays, même si la CGT n'est pas dans plein de pays, manifestait, s'appelait la Manif pour la paix. On est tous pour la paix. Je ne connais personne qui dit « moi, je suis pour la guerre ». Bref. Et Mitterrand
le président Mitterrand avait une formule absolument géniale. Il avait dit « Les missiles sont à l'Est et les pacifistes sont à l'Ouest ». Comme quoi, on peut faire une formule choc qui a du sens. Et qui marche. Et pas juste le plaisir de s'envoyer des sauts de boue à la figure. Dans un autre registre, parfois, on n'est pas loin de l'arnaque. Vous le dites vous-même, en entreprise, on ne vire plus, mais on initie un plan de retour à l'emploi. Dans le monde de la beauté, on ne peut pas dire à une cliente qu'elle a de la graisse ou de la cellulite, donc on utilise le mot capiton, qui n'existe pas dans le dictionnaire. Alors ça, c'est deux choses différentes. On est presque dans l'hypocrisie, finalement, voire dans le mensonge. Oui, mais c'est méchant. C'est méchant de dire à une femme, on ne dit pas... Mais pourquoi, si c'est dans un univers esthétique où les choses se disent, pourquoi ? Parce que vous ne vendez plus. Parce que la fille qui va dans l'institut de beauté, je dis ça, je ne suis jamais allé de ma vie dans un institut de beauté, mais si on lui dit, vous avez des capitons... oui, mais on a l'impression que c'est la fin de la franchise, qu'on ne peut plus être franc. Il y a deux choses. Sur l'institut de beauté, je comprends. Parce qu'il faut de la mansuétude, et il faut de la bienveillance. Dans le cas de l'entreprise, c'est beaucoup plus grave. Le plan de retour à l'emploi qui consiste à virer les gens, ou quand on vire les gens, on vous jette, et on dit il a été remercié, je déteste cette hypocrisie. Dans ce livre, justement, je me suis aussi arrêtée sur le chapitre qui concerne la langue des ados, et très honnêtement, je me suis régalée. Merci. J'ai aussi pris un coup de vieux. Moi aussi. Alors moi, j'ai découvert... C'était le chapitre le plus dur à écrire pour moi. Je le comprends, parce que moi, j'ai été obligée de me faire confirmer les choses par mes ados. Askip, qui signifie « à ce qu'il paraît ». On le comprend après coup, mais très honnêtement, je ne le savais pas. TKL, tranquille, vous le saviez ça. Oui, ou TQT, t'inquiète. Voilà. Belek, qui veut dire « attention ». Rapta, je suis rapta, qui veut dire je suis fatiguée. Choc-bar, qui veut dire je suis choquée. C'est très choqué. Tout ça, je l'ai découvert. Et vous écrivez, les adolescents se bricolent leur langage à eux, qui répond à plusieurs besoins bien connus, exprimer de nouvelles réalités, marquer l'appartenance à un groupe, s'émanciper et se rebeller face à l'autorité. Donc, pas de quoi s'inquiéter, finalement. Ah non, il y a toujours eu ça. Il y a tout le temps eu un langage des ados. Et je raconte l'expression « avoir la flemme ». C'était le langage des lycéens à la fin du 19e siècle. Quand ils ne voulaient pas bosser, ils disaient la flemme, qui est maintenant passée dans le langage courant. Complètement. Et puis il y a aussi le plaisir de ne pas être compris par les parents. Et puis il y a des cycles quand même, des retours de termes anciens. Prenons le mot daron, par exemple. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui l'emploient pour qualifier leurs parents, dites-vous. Mais quand j'étais petit, c'était mes grands-parents qui l'employaient. C'est finalement l'argot des années 30 qui est redevenu populaire. Le problème, c'est que souvent les ados ne savent même pas d'où viennent les mots, d'où viennent l'origine. Les ados et tout le monde ne savent pas d'où viennent les mots. Ils reviennent pas parce qu'en même temps, il y a plein d'emprunts à l'arabe qui n'existaient pas avant. Oui, ça on l'a remarqué dans votre livre, c'est vrai. Ceci dit, il y a plein kiff-kiff, c'est de l'arabe. Le toubib. Le toubib, c'est l'emprunt à l'arabe. Donc ça, c'est pas nouveau, en fait. Non, c'est pas nouveau. Mais là, le seum, ça veut dire le venin en arabe. Voilà. Vous avez peur d'être dépassé, parfois, d'être un peu dépassé par ces nouveaux langages. Pourquoi d'ailleurs avoir fait ce livre ? Est-ce que c'était une manière de stocker ces mots, de ne pas les oublier, de rester... Je l'ai fait parce que à la fois, ça m'intéresse, ça m'exaspère, et ça m'amuse. D'accord. Suivant les chapitres. Et c'est mes trois moteurs intellectuels. Et pourquoi ça vous exaspère ? Parce que ça m'exaspère qu'on monte. J'ai un document à vous proposer. Philippe Bandel, c'est une archive qui nous vient de nos partenaires, les Archives nationales. C'est un rituel dans cette émission. Nous sommes le 24 octobre 1989. C'est un discours de Michel Rocard, Premier ministre, à l'occasion de l'installation du Conseil supérieur de la langue française, chargé, je le cite, de l'usage, de l'aménagement et de la diffusion de la langue française. Et je vous lis un extrait. On parle d'une détérioration d'une langue et son inévitable évolution. Notre français classique apparaîtrait à coup sûr un latin effroyablement humilié aux yeux d'un Cicéron ou d'un Horace. Oui, mais avec ce latin de si mauvaise mine, Racine a écrit Bérénice et Rousseau les Confessions. Ça veut dire qu'il avait une espèce d'optimisme sur l'évolution de notre langue. Est-ce que vous partagez cet optimisme ? Moyennement, parce que je vois tellement de fautes de français, de fautes de syntaxe, même chez les journalistes. Par exemple, on est sûr. Ça m'avait exaspéré, j'avais fait une chronique sur France Inter, je me souviens, j'ai été le premier à faire là-dessus, on est sûr. Par exemple, les cuisiniers qui disent on va partir sur la framboise pour le dessert, on va partir sur... on est sûr quelque chose. On est sûr, je sais pas moi, vous regardez les émissions d'immobilier, et il dit, je sais pas, là on est sur du bois de bouleau, voilà. On n'est pas sûr, c'est collé au mur, on marche pas dessus, on marche pas sur l'angle vivante. C'est le propre d'une langue vivante d'évoluer, ça veut pas dire qu'elle va se détériorer, si ? Si, parce que ça, on peut dire, je sais pas moi, on va partir, même j'allais refaire la phrase, on va partir sur. C'est un dessert à base de framboise. C'est pas la peine de dire on part sur la framboise. Et en fait,
plein d'expressions sont remplacées par une seule, eh bien la langue s'appauvrit. Par exemple, le mot chelou. Le mot chelou, c'est un mot qui est polysémique. Ça veut absolument tout dire. On peut dire que ce décor est chelou, que vous êtes chelou, que ce pull est chelou, que mes chaussures sont cheloues, que les questions sont cheloues. Ça ne veut strictement rien dire. Ça veut tout dire et rien dire. Et le truc exaspérant pour moi, c'est le voilà qui termine les phrases. Je sais pas, moi, une interview d'un politicien ou d'un syndicaliste, on va pas se laisser faire par le gouvernement parce que sinon, enfin voilà. Ah oui, d'accord. Et là, cut. Mais alors, c'est aux politiques de veiller au grain, de veiller à préserver cette langue ? C'est à tout le monde. Et parfois, en revanche, je pleure pas aux anglicismes qui arrivent dans la langue française. Podcaster, il n'y a pas d'autre mot. Podcaster, c'est l'invention d'un seul homme. Vous savez d'où vient le mot podcaster ? C'est un truc incroyable. C'est Steve Jobs, le patron d'Apple, le fondateur d'Apple, qui révolutionne à lui tout seul le téléphone portable, l'ordinateur et l'écoute radio. Et il invente l'iPad. Et après, il invente l'iPad, c'est le petit comme ça, et il invente l'iPod. On pouvait entendre des sons et les réécouter. Bien sûr, je me souviens. Et donc, on s'enregistrait des émissions de radio et on pouvait les réécouter. Et donc, le podcast, c'est la différence avec le broadcast, écouter une émission de radio. Il n'y a pas de mot français. Et moi, ça me gêne pas. Quand on l'intègre à notre langue, ça me gêne pas qu'on dise spoiler, genre on va divulgacher. Je trouve ça tellement ridicule. C'est pas très joli. Voilà. Les mots, l'importance des mots et le goût des mots, peut-être que ça vous vient de vos parents. C'est le moment où l'on revient un petit peu sur le parcours de notre invité. Vous, ça commence à Grenoble. Vous êtes fils de prof. Votre père enseignait les maths, votre mère les lettres. Tous les deux jouaient au jeu des 1000 francs. Et en combinant leurs savoirs respectifs, ils trouvaient toutes les bonnes réponses. En revanche, c'est votre père qui gagnait toujours au Scrabble, ce qui semble a priori contre-intuitif puisque lui enseignait les maths, mais vous vous dites non, pas du tout, c'est pas contre-intuitif parce qu'il savait compter, ça ne sert à rien de mettre Coruscant, mieux vaut mettre Zouk. Mais évidemment, parce qu'il y a les Z et le K qui cartonnent. Ça sert à rien d'écrire. Vous savez que j'ai cherché dans le dictionnaire ce que voulait dire Coruscant. Coruscant, ça veut dire très brillant, quelque chose comme étincelant, ça. Étincelant, exactement, voilà. Bravo, c'est ça. Je m'attendais pas à ça, le piège. Si je m'étais planté, j'étais ridicule. Non, mais vous l'êtes pas. Voilà. Il vient d'eux, votre amour des mots. Vraiment, ouais. Et je me souviens très bien, quand j'étais en troisième, il y avait encore les sections A, B, C. Moi, j'ai fait C. D'accord. Donc les maths. C'est maths, les maths, la physique. C'est ça. Maths physique, c'était 9 heures de maths par semaine, 6 heures de physique. Mais je trouvais que les littéraires manquaient totalement de rigueur et que les matheux manquaient totalement de poésie. Donc vous aviez envie de... Et j'ai l'impression, et j'ai analysé ça beaucoup de temps plus tard, et en fait, j'ai l'impression de faire des maths avec les mots. J'utilise les mots, mais aussi rigoriste. Par exemple, mon père me disait, il y a une différence entre l'inverse, l'opposé et le contraire. C'est vrai. Voilà, c'est pas synonyme. Chaque chose est différente. D'ailleurs, vous êtes très méthodique, on le sent dans ce livre. Vous êtes méthodique, un peu comme un scientifique. Vous êtes dans une démonstration presque scientifique, avec des mots et sur les mots. Exactement. Mais en même temps, je ne fais pas des démos, c'est que c'est une parodie de dictionnaire. Et un dictionnaire est très, très, très méthodique. Il y a une chose que j'ai pas respectée, c'est l'ordre alphabétique. Oui, c'est vrai. Parce que, en fait, il faut s'amuser. Ça, c'est votre côté non, mais il faut s'amuser. Et provoque. Hein. Non, mais il y a aussi qu'il faut, quand on lit un petit bout de chapitre, il faut que la ligne 8 éclaire la ligne 2 pour pouvoir se marrer. Il y a une progression. Il ne faut pas mettre tout comme une espèce de gros... C'est pas une boîte de Tritz. 30 ans d'écart, ça n'existe plus, les Tritz. Mot de boomer. Une boîte de Smarties. 30 ans d'écart entre les deux dictionnaires. Vous trouvez que ça a évolué comment ? Dans quel sens ? Très bonne question. Il y a un chapitre auquel j'ai quasiment pas touché. C'est comment parler comme ses arrière-grands-parents, qui était comment parler comme ses grands-parents. Il y a juste une génération qui le vocabulaire des personnes très âgées n'a pas changé. Le vocabulaire de l'entreprise a complètement changé, puisque c'est devenu celui des startups. Le showbiz s'est complètement lissé. Parce que maintenant, ils n'ont plus rien le droit de dire. Vous avez remarqué avec ce qui s'est passé le 7 octobre, vous prenez position pour un camp ou pour un autre, vous faites tomber dessus sur Twitter, ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus rien dire. Là, vraiment, on ne peut plus rien dire. Et puis, il y a des choses qui ont évolué encore. Et puis, le vocabulaire de la bouffe. Moi, j'avais fait comment parler comme un cuisinier moderne. Et je dénonçais vraiment tous les produits surgelés qui faisaient croire que c'était du vrai. Maintenant, tout ça est interdit. Il y a une législation vraiment formidable qui interdit à appeler gratin dauphinois maison un truc qui est surgelé. Ça vous fait rigoler, mais ça existait il y a 30 ans. Hein. Vous étiez trop jeune, vous n'avez pas connu. Mais ça existait. Mais en revanche, maintenant, c'est tout le storytelling inventé par les émissions de
culinaire. En même temps, ça me fait rigoler, mais c'est vraiment ridicule. D'un mot, j'en reviens à votre parcours personnel, parce que c'est le chapitre et c'est une question rituelle. À la lueur de celui que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous au petit garçon que vous étiez? Qu'est-ce que vous lui diriez avant qu'il ne se lance dans la vie? Waouh! C'est dingue, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir fait beaucoup de bêtises. Parce que je travaillais beaucoup. Je travaillais beaucoup et je m'amusais beaucoup. C'est en même temps. Vous diriez attention aux mots que tu vas employer dans la vie, peut-être? Ouais, non, mais je dirais non, continue comme ça. Mais c'est drôle parce que j'ai 2 enfants et je les ai un peu élevés comme j'ai été élevé. C'est-à-dire en leur laissant faire, en posant une guitare, et si tu as envie de jouer de la guitare, tu joues, si tu n'as pas envie, tu joues pas. Oui. On pose des livres, si tu as envie de les lire, tu les lis. Ne jamais les questionner, et quand ils me questionnent, toujours répondre. Mes parents, ils m'ont jamais chauffé le cerveau. Mais chaque fois que j'avais une interrogation, tac, ils m'aidaient. Ils étaient là. Voilà. J'ai des photos à vous proposer maintenant, Philippe Vandel. Là aussi, ça fait partie de nos petites habitudes dans cette émission. La première, la voici. Je vois très bien. Détache Express, Gourmax Pro, Balai, Rotalib. Tous ces produits étaient vendus à la télévision. Mais voilà, après 38 ans d'existence, l'émission phare de télé va attirer sa révérence. Présentée par Marie-Ange Nardi et Alexandre Devoise, Téléshopping ne fait plus recette. C'est une page de la télé qui se tourne là? Oui et non. Parce qu'il y a une chose que vous n'avez pas dite, ne fait plus recette sur TF1. Mais il y a encore plein de petites chaînes de la TNT. TF1 maintenant a besoin d'audience. Et je crois que l'audience de mémoire, c'était 5, 6, 7%. Une partie venait de l'audience, mais une autre partie venait des pourcentages des produits vendus. Mais sur une petite chaîne de la TNT, le téléshopping peut être rentable. En fait, le miracle, il est ailleurs. C'est comment ça a pu durer aussi longtemps. Donc vous n'avez pas regardé ni rien acheté sur ce... Non, jamais. Vous n'êtes pas client. Du tout. Mais moi, je suis tellement sceptique, je suis tellement cartésien. Un peu nostalgique quand même de l'ancienne télé ou pas du tout? Non, mais je sais très bien que quand on monte un produit, on fait une grosse tâche, on fait un produit, le mec il passe avec un balai, tout est propre, tout le monde sait que c'est faux. Sinon, pourquoi on se ferait chier à nettoyer nous-mêmes? Enfin, ça n'existe pas. Certains ont envie d'y croire. Mais c'est les pubs, Pouf, ils mettent un coup de produit, ils nettoient en un coup d'éponge. Mais chez qui il y a ça? Mais chez personne. J'ai pas fait la pub. J'avais fait comment parler comme dans la pub, dans la première version. Et là, je l'ai pas fait parce qu'il y en avait trop. D'accord. Il y avait trop de pubs et elles changent trop vite. Donc, quand le livre serait sorti, les gens n'auraient plus... déjà dépassé. Ils n'auraient pas eu la ref. Dans un prochain livre, voilà, peut-être. Comme disent les ados. Ouais. Deuxième photo. Oh là là, vous la connaissez, Dorothée Oliéric, votre compagne que j'ai reçue dans cette même émission. C'était bien. Et à laquelle j'avais parlé de vous. C'était merveilleux. Et d'ailleurs, elle avait dit beaucoup de choses magnifiques sur vous aussi. Grand reporter de guerre, que vous n'avez jamais culpabilisé de partir souvent de la maison. En revanche, c'est drôle d'être avec une journaliste aujourd'hui et d'être devenue vous-même journaliste parce que vous les détestiez. J'ai retrouvé cette phrase. Je trouvais que c'était des gens qui racontaient les histoires des autres au lieu de les vivre. C'est vrai. J'imagine que vous avez changé d'avis quand même. J'ai changé d'avis, bien sûr que j'ai changé d'avis. Mais au départ, je n'aimais pas ça. Non, au départ, moi, je voulais faire de la musique. Moi, j'ai eu le bac C, j'ai fait Vaugirard, j'étais ingénieur du son, et je voulais être producteur, je voulais faire de la musique. Et je me suis rendu compte que ce qui me fascinait, c'était pas être chanteur, c'était pas être devant la scène, mais c'est le type qui est en coulisses, le type qui fait le son. C'est ça qui est dingue. Les meilleurs morceaux de Bowie, c'est ceux qui ont été faits par Nile Rodgers, qui a fait les meilleurs morceaux de Chic, mais qui a fait les meilleurs morceaux de Madonna, mais qui a même fait le seul très très bon morceau de Sheila, qui est Spacer. C'est ça que je voulais faire. Sauf qu'un jour, c'est une prof qui vous dit tu seras mieux devant le micro que derrière. C'était Claude Dominique, qui était une prof extraordinaire, qui était productrice sur France Culture et sur France Inter, et qui m'a dit toi, t'es fait pour parler dans un micro. Et voilà comment j'ai commencé à France Inter. Voilà. Mais en tout cas, à la différence de Dorothée, même quand j'étais actuel, j'ai toujours refusé de prendre le risque de mourir pour le travail. Jamais je l'ai fait. Et elle le fait. Une dernière photo, il s'agit de Jane Goodall, ou Goodall, je ne sais pas comment on dit, célèbre primatologue, ethnologue britannique, décédée le 1er octobre 2025 à l'âge de 91 ans. Grâce à ses observations et ses études des animaux, et notamment des chimpanzés, elle a transformé notre rapport à eux. Est-ce que vous savez pourquoi je la montre? Parce qu'il y a des chimpanzés qui maîtrisent plein de mots, c'est pour ça? Non, pas du tout. Ah bon? Parce qu'elle était prosopagnosique. Prosopagnosique, c'est vraiment drôle que vous disiez ça. Alors, ça me fait doublement marrer. Vous savez quoi? Parce qu'elle arrive là, et je me dis, dans ma tête, je me dis, putain, c'est qui? Oui, parce que dans ma tête, je me parle très mal. Et je me dis, putain, c'est qui? Et donc, je ne l'ai pas reconnue. Prosopagnosique, c'est ne pas reconnaître les visages. Exactement. Il y a plein de gens très célèbres qui sont... Je vous ai piégé, là, du coup. Non, mais je ne savais pas qui c'était. Mais elle, c'est marrant parce qu'elle apprenait aux singes à parler. Non, mais c'est un enfer d'être prosopagnosique. Prosopagnosique, déjà, c'est difficile à dire. Il n'y a pas que moi, il y a Brad Pitt. Oui, c'est vrai. Mais c'est handicapant au quotidien, sérieusement? Ah, mais bien sûr. Et surtout dans nos métiers, puisque moi, il faut que j'ai vu les gens
30 ou 40 fois pour les reconnaître. Donc vous m'avez pas reconnu en arrivant. Si, je vous reconnais pour 2 raisons. Je vous reconnais parce que je vous vois à la télé. Ah oui, ça aide. Donc je vous ai vu plus d'une trentaine de fois. Bien sûr. Et deuxièmement, je sais que je vous retrouvais. Mais c'est pas la même chose que si on se croise au marché d'Aligre. C'est pas du tout la même chose. Mais c'est très handicapant parce que moi, je le savais pas. Quand j'étais juste étudiant, je voyais que mes profs, les gars de mon équipe de foot et les gars de ma classe. Mais quand on est journaliste et qu'on voit nulle part ailleurs, on voit 220 ou 400 invités par an, plus tous les techniciens, on a l'impression qu'on a le melon. J'ai une dernière question qui est en lien avec le décor dans lequel nous sommes. Nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus que vous avez envie de défendre, qui vous parle, qui vous caractérise peut-être? Oh là là, quelle question, toutes. Et c'est plutôt... Toutes? Ah bah oui. Sagesse, prudence, ça vous caractérise? Oui, mais si. Ah ouais? Alors je vous donne un exemple. Moi j'aime la Formule 1. Jamais je roulerai en scooter sans casque. Jamais je roulerai sans gants. Jamais je roulerai sans mettre ma ceinture. Alors c'est ça votre vertu, la prudence. Voilà, mais l'éloquence, ça me plaît beaucoup aussi. J'aimerais bien être éloquent. La justice, je trouve qu'on en manque. Non, je trouve que c'est que des vertus vertueuses et je déteste les pléonasmes. Merci Philippe Bandel d'avoir été notre invité. Merci à vous d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Émission à retrouver en replay sur publicsena.fr et en podcast. À très vite. Merci beaucoup.